Bonjour à tous et merci d'être présents ce matin. Donc, je vais vous présenter les intervenants de cette série. À côté de moi, Camille Elvis Terry, qui est réalisateur. Florian Touret, aussi réalisateur. Anne-Claire Lehambre, qui a coécrit avec Marie de Banville la Bible de la série, qui a écrit des épisodes, qui a écrit les arches et qui a fait la direction d'écriture. On applaudit. Et Sébastien Cossé, l'un des membres du binôme Keras-Coët, avec Marie Pompuy qui est dans la salle aussi, à la création graphique bien sûr. Nous avons dans la salle aussi la productrice de Tant Mieux Productions, Delphine Maury, qui éventuellement pourra intervenir. On verra comment cette discussion se passe. Et je sais qu'il y a aussi une storyboardeuse. Et il y a Margot et Céline, et donc là, une chef posing aussi qui est là. Voilà, elles sont là-bas. Donc, si elles veulent intervenir, elles sont les bienvenues parce qu'on va essayer d'avoir quelque chose d'assez dynamique et interactif avec vous, le public. Donc, je vous propose de regarder déjà le teaser de la série. Toby Lollness mesurait 1,5 mm, ce qui n'était pas grand pour son âge. Il vivait dans les cimes, la région la plus haute de l'arbre. C'est Joe Mitch. C'est lui qui est en train de tuer l'arbre avec ses trous partout. Nous allons changer la face de l'arbre. Merci, monsieur. Toby Lollness, attrapez-le! Il s'agit de l'ennemi public numéro 1. Toby! Adieu, Léo. Je dois partir. Les amis, ça reste. Ça s'enfuit pas comme des voleurs. Je suis Elisha. Je ne connais rien de plus beau qu'ici. J'ai vu là-haut le cratère. Ils sont en train de détruire l'arbre. Tout le monde fait comme si ça n'existait pas, mais un jour il y aura un hiver trop froid ou un été trop sec. Et ce jour-là, l'arbre va mourir. Alors, je vais demander à Anne-Claire de nous faire un petit résumé de l'histoire, pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien Toby Lollness, de façon à ce que ce soit plus fluide, tout ce qu'on va vous raconter par la suite. Ah oui, ça marche. En fait, ça a quand même été bien raconté par le teaser, mais c'est un petit garçon qui a environ 11 ans, qui fait 1,5 mm, qui habite dans un arbre. Son père invente la première machine de l'arbre qui marche avec la sève. Tout le peuple de l'arbre s'émerveille et veut utiliser cette machine, l'exploiter, etc. Le père refuse. L'arbre se retourne contre la famille. Ils sont obligés de s'enfuir et cet enfant devient finalement le détenteur de cette machine et de ce secret. Voilà. Ah ben c'est parfait. Alors, pour commencer, je vais vous parler un petit peu de cette série. Donc, c'est un vrai feuilleton, c'est-à-dire que c'est vraiment une histoire de 13 épisodes de 52 minutes.
ce qui nous fait un film en réalité de 10 heures. Donc comme c'est un vrai feuilleton, ça a impliqué une organisation du travail, une organisation du développement, une organisation particulière de l'écriture. Et pour cela, il a fallu bâtir des arches de façon à ce que tout le monde, à partir de ces arches, puisse faire et le développement graphique, réfléchir à la mise en scène, évidemment écrire. Voilà. Donc Anne-Claire, tu vas peut-être bien nous rappeler ce qu'est la différence entre un vrai feuilleton et les séries feuilletonnantes qui en réalité sont un petit peu bouclées pour introduire, et puis ensuite on ira. Oui, parce que en fait souvent il y a vraiment une grosse différence entre écrire un feuilleton comme Toby Lowness ou écrire une série qu'on appelle semi-feuilletonnante ou une série feuilletonnante semi-bouclée. Donc là, en fait, en 13 épisodes, on raconte du début à la fin l'histoire de Toby Lowness, comment il est poursuivi, comment il doit se réfugier, comment il va lutter. Et chaque épisode, c'est une étape de son trajet, en fait, une étape de son aventure. Si on avait raconté Toby Lowness en semi-bouclé, on se serait dit, bon bah voilà, alors épisode 1, il est dans l'arbre, épisode 6, il est dans la prairie, épisode 13, il a gagné. Voilà. Et après, à chaque épisode, on aurait fait Toby construit une cabane, Toby a perdu son charançon ou des choses comme ça. Et en fait, c'est ça, une série semi-bouclée. C'est une série avec une arche narrative très, très lâche, où on peut raconter des épisodes à peu près complètement indépendants les uns des autres. Alors que là, dans Toby, s'il se passe une chose, dans un épisode, ça va impacter tous les épisodes d'après. De même que si on change quelque chose à l'épisode 6, ça va impacter l'épisode 5, c'est-à-dire celui d'avant, et ça va impacter tous les épisodes d'après. Donc en fait, la narration, elle est interdépendante. Voilà, et donc ça vous a obligé à fabriquer tous les épisodes dans l'ordre. Oui, alors je voulais quand même dire quelque chose. Donc j'ai pas du tout écrit toute seule. Hein, voilà, on était quatre scénaristes au développement. Il y avait donc moi, il y avait Marie de Banville, il y avait Nicolas Verpieux et il y avait Éric Duché. Donc on était 4 à réfléchir. Et pour les épisodes 4 à 13, donc au moment de la prod, il y avait 6 scénaristes qui écrivaient en 3 binômes. Et moi, j'ai coécrit les synopsis et j'étais directrice d'écriture, mais évidemment, j'ai pas du tout écrit toute seule. Et c'était très très important qu'ils soient là et ils ont beaucoup apporté. Voilà, donc c'est à chaque fois, pour garder cette continuité, cette logique, vous avez tous travaillé en petite équipe. Donc c'est 3 binômes à l'écriture et à la réalisation, vous avez tout fait avec 4 storyboarders. Donc Florian ou Camille Elvis, expliquez-nous un peu les raisons de ces choix. Alors, la raison de ces choix, c'est un peu les mêmes que pour l'écriture avec Anne-Claire. C'est un gros bousin, hein, comme vous avez pu comprendre. Toby Lowness, c'est 10 heures de feuilleton voilà, où il ne faut pas louper une information parce qu'en effet, si on change quelque chose à l'épisode 7, ça impacte l'épisode 1. Et on l'a fait, ça, de revenir en arrière en se disant alors que l'épisode était validé, clairement, par les diffuseurs, les partenaires, etc. Et ça, c'est beaucoup pour un réal, c'est beaucoup pour 2 réals. Et c'est vrai qu'on a souhaité s'entourer d'une équipe de storyboarders, donc la plus petite possible. Et après, il faut que ça reste dans des logiques de production. Donc on ne peut pas faire ça avec un seul storyboarder, on est bien d'accord. Donc on est parti avec 4 storyboarders, dont Céline qui est dans la salle, c'est super. Parce qu'ils ont vraiment fait partie intégrante de tout le process narratif. Donc, ce qui est déjà le cas sur des séries classiques avec les storyboarders, parce que c'est vraiment le bras armé du réalisateur qui va mettre en image toutes les idées, en tenant compte des contraintes de fabrication, etc. Mais sur Toby Lowness, il y a en plus de ça une logique narrative, et on y reviendra après, mais c'est vrai que toute l'équipe de storyboard, donc ces 4 storyboarders, travaillaient sur les mêmes épisodes, donc on coupait en séquence, et c'était quelque chose d'assez organique et d'assez vivant dans la manière dont on l'a fait.
où il y avait des interactions, c'était très poreux en fait entre les séquences et entre les storyboarders. C'est-à-dire on faisait, bon, on reviendra après peut-être là-dessus, mais en tout cas le fait d'avoir une petite équipe permet en fait de tout tenir près de soi, simplement. Voilà. Et comme on avait le temps de pouvoir le faire, on l'a fait. Voilà. Et je pense que ça a été la même chose aussi pour le travail pour tout le développement graphique. Et comment les arches... Non, pas du tout, non. Nous, on a fait dans notre coin. L'idée, quand on a commencé, et d'ailleurs on avait présenté ici à Fontevraud, ça faisait à peu près 15 jours nous qu'on travaillait dessus avec Marie. Camille Elvis venait à peine d'arriver dans le bateau. Florian est arrivé un tout petit peu après. Donc on était vraiment, comme vous voyez, vous avez vu des photos un peu du bureau dans lequel on travaillait. Ça devait faire, je sais pas, 10 mètres carrés. On était 4 parfois 5 à travailler dedans. Et c'était vraiment que des échanges. Enfin, c'est vraiment ce qui nous apportait, c'est qu'on partait tous du même livre qu'on avait adoré. Enfin, vraiment, la matière de base, c'est le livre. Et ensuite, on avait chacun notre vision. On avait chacun notre vision du livre. Et c'était comment accorder nos visions et nos violons pour qu'on aille tous dans la même direction, qu'on ne parte pas et qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Et donc, pour le graphisme, ça a été des échanges dès le début entre le texte et les visuels. Et donc moi, j'ai fait des croquis, par exemple. Il y a des trucs en lisant, je faisais des croquis sur un carnet et je montrais tout de suite à Camille et puis au scénariste qui s'emparait de ça et qui s'en servait pour imaginer des scènes. Par exemple, ça, l'escalier, c'est devenu un endroit assez présent dans la série, alors qu'au départ, c'était écrit nulle part. Et ça a été dans les deux sens, c'est-à-dire qu'en fonction des scénarios, moi je faisais des plans à Seb qui du coup trouvait les décors adéquats. Oui, bien sûr, c'était vraiment donc, un ping-pong. Voilà, donc la clé pour travailler sur ce type de série, ça a vraiment été d'être tous ensemble le plus souvent possible, réunis, et faire voilà, ce ping-pong entre vous. Voilà, le travail des uns nourrissant le travail des autres. Sur le développement. Ouais, voilà. Sur le développement, parce qu'après, c'est la production, donc on est tous éclatés. Anne-Claire, elle n'habite pas à Paris, les Carasquettes non plus, Camille non plus d'ailleurs, elle habite à Rennes maintenant. Mais il y avait les arches. Mais il y avait les arches, voilà. En fait, les fondations ont été créées ensemble. Alors moi, je suis arrivé un peu plus tard pour l'historique. Moi, je suis arrivé à la fin du développement pour reprendre le premier épisode, parce qu'il y a un petit changement de format, donc il a fallu un peu tailler dans l'art pour enlever des trucs dans le premier épisode et le deuxième. Pour enlever 15 minutes, c'est ça. Mais du coup, voilà, j'ai pas participé à toute cette phase de développement, là, les dessins, les croquis qu'on voit là, mais j'ai participé sur la suite avec tout le développement épisodique, en fait. Mais donc oui, c'était important d'être au début tous ensemble, mais après, c'est plus de créer des espaces où on peut échanger sur les problématiques qu'on a évoquées là, au cours de la production, quoi. Ce sera plus simple. Ouais. 1, 2, 2, ouais, ça marche pas. Non mais ça a continué, malgré tout le dialogue a quand même continué après en production. Alors effectivement on était sur un rythme beaucoup plus soutenu parce que le planning fait qu'on fait quand même de la série et il faut que ça abrase un peu, mais on était quand même régulièrement en lien avec Carasquette, avec Anne-Claire, nous avec les storyboarders, et on essayait de trouver les meilleures solutions à plusieurs en se référant les uns aux autres sans arrêt pour que l'histoire soit cohérente, quoi. Pour revenir au niveau de la création, c'était tellement pour eux que nous, en tant qu'auteurs graphiques, on donnait notre avis sur des aspects de mise en scène et de la narration. Les scénaristes donnaient leur avis sur l'aspect des personnages. Enfin, c'était vraiment... ce qui comptait, c'était nos discussions, et c'était hyper important qu'on soit physiquement tous au même endroit pour travailler sur le même projet. Et même quand les scénaristes travaillaient spécifiquement sur des choses très techniques de la narration, nous, on était dans le même bureau, on dessinait derrière, donc on avait toujours une oreille qui traînait pour comprendre les enjeux de ce qu'impliquaient nos dessins.
Alors, une fois que ce développement a été fait, et comme on est dans du feuilletonnant, les personnages ont aussi évolué dans l'histoire. Hein. Ils grandissent, leur psychologie change. Et donc, comment graphiquement vous avez traduit ça, ou le ping-pong avec les scénaristes, ce qu'ils ont écrit, comment ils ont envisagé l'évolution de ces personnages. Il y a un gros travail de caractérisation. Et donc, comment avez-vous travaillé les scénaristes, les auteurs graphiques? Et puis, à un moment donné, j'imagine que les réalisateurs ont aussi forcément réfléchi à tout ça dans la mise en scène, ça va de soi. Donc, allez, je vous laisse la parole. En tout cas, pour ça, c'était vraiment important qu'on soit dans les mêmes pièces, puisque en fait, on change de direction, on se pose des questions, on dit ça marche pas, ou le diffuseur a dit que ça c'était non, etc. Et ça arrive. Et du coup, en fait, le fait qu'on soit tous ensemble, on intègre, on cherche les solutions ensemble. Je pense qu'il y a quelque chose. On parle du feuilleton, mais de toute façon, je pense qu'au-delà du feuilleton, écrire, raconter une bonne histoire, bien la raconter, c'est très difficile. Et être tous ensemble, tout le monde prend de tout le monde. En tout cas, pour revenir à cette idée de trajectoire, comme on discutait, nous, entre scénaristes, des trajectoires des personnages, on se disait, mais lui, c'est quoi le cœur de ce personnage, et est-ce que c'est du ver brisé, ou est-ce que c'est juste un seul gosse? Enfin, je caricature, mais en gros, c'était ça. Et évidemment, les Kerascoët, qui étaient dans la même pièce, ils avaient leur avis, et puis ils s'imprégnaient de tout ce qu'on racontait, quoi. Il y a aussi le fait que ça nous a permis de justement la force que ça nous a donné, c'est de après partir voir les diffuseurs ensemble. Ça, c'est ce que Delphine nous a permis de faire, c'est que à un moment donné, on a un petit peu pédalé dans la semoule parce qu'on partait dans plein de directions graphiques, et on s'est posé, on s'est décidé ensemble de ce qu'on avait envie de faire, et on s'est dit ça, on va le défendre ensemble vis-à-vis de la chaîne. Et donc on est allés tous à France Télévisions, et c'est un moment, ça a été un moment déclencheur parce que tout a été validé. C'est le moment où on a enfin réussi à passer le cap de on fait plein de croquis dans tous les sens, mais on ne sait pas trop où on va. Et je pense que si on n'avait pas été tous ensemble et qu'on n'avait pas justifié nos choix, c'était des choix graphiques, on essayait de faire passer des choses, mais il y avait autant Camille que Anne-Claire qui prenaient la défense des personnages en disant mais si, c'est lui, il est comme ça. Donc c'est ce qui nous a permis d'avancer. Enfin, c'est vrai qu'à chaque fois, moi je reviens un petit peu aux pratiques vertueuses. Mais je pense que ça a été essentiel que on y aille en tant qu'équipe. Et ça a aussi beaucoup, je pense, rassuré les diffuseurs de voir que on était tous sur la même longueur d'onde, on parlait tous de la même chose, on justifiait nos choix. Bon, a priori, on est tous professionnels, donc on n'avait pas confié les clés de la voiture à quelqu'un qui ne savait pas conduire, donc voilà. Voilà. Oui, non, moi je voulais juste ajouter sur les personnages que, alors on est partis effectivement tous avec notre représentation suite à la lecture du roman qu'on a confronté, et puis les scénaristes ont fait, enfin Anne-Claire a fait des fiches personnages très denses, très étoffées, avec plein d'extraits du roman, et puis vraiment les trajectoires donc des personnages dans la série. Et ça nous a beaucoup nourri, et ça a nourri les scénaristes, forcément, ça nous a nourri, nous, pour les personnages, ça a nourri aussi Marie, et puis on en a beaucoup discuté, effectivement, ensemble, en crobardant des trucs sur des feuilles de papier, en se disant, voilà, il est plutôt comme ci, il est plutôt comme ça. Je vais vous montrer après, il y a des recherches de personnages. Et voilà. Là, ce qu'on voit, c'est vraiment les premiers croquis qui étaient pré-développement. D'accord.
ce serait pas mal peut-être de voir ces personnages, une planche où on voit bien la trajectoire du personnage, sa transformation physique, et puis vous parlerez aussi de la transformation de ces personnages dans la mise en scène. Ça, c'était le premier Toby. Ouais, je vous ai mis les premiers croquis de Marie sur Toby, Elisha et Joe Mitch, 3 personnages importants de l'histoire, où on voit de quoi on est, enfin, toutes les recherches, et puis après on s'est arrêté sur quelque chose et c'était bien. Et surtout, on s'est rendu compte que avec le budget qu'on avait, il pouvait pas s'habiller exactement comme on voulait. Il fallait qu'il soit un peu symétrique. On a une grosse contrainte de budget à tous les endroits de la production où il a fallu. Mais ça, c'est un problème plutôt du feuilletonnant et de l'adaptation de ce roman-là en particulier, qui est très dense, très riche. On a beaucoup de personnages, beaucoup de lieux, et tout ce qu'il ne faut pas faire en série, on l'avait. Donc, on a dû trouver des solutions. Il y a 140 personnages et 5000 décors, je crois. Voilà, 5000. Pardon, j'ai mal prononcé. Je répète, j'ai bien dit 5000. Et oui, ça se passe sur les 4 saisons en plus. Voilà. 4 saisons, la journée et la nuit. Jour-nuit, les 4 saisons, ça fait beaucoup. Alors, comment vos personnages comment les personnages évoluent-ils Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la trajectoire des personnages. Comment vos personnages évoluent dans la série. Toby, quel est-il au départ? On va peut-être parler que de lui dans un premier temps, sinon on n'aura pas assez de 90 minutes. Mais qui est-il au départ? Comment s'est-il transformé? Et qu'on puisse le voir physiquement là dans quelques dessins, et comment vous, les réalisateurs, vous avez travaillé ça, parce que il y a quand même, c'est une série où il y a beaucoup d'action, mais il y a aussi énormément d'émotions. Toby, du coup, le personnage principal, sa caractéristique, c'est qu'il est petit. Et vraiment, ça, c'était quelque chose où on a bataillé, parce qu'avoir un héros qui était petit, c'était pas évident, mais voilà, Toby, il est petit, il est heureux, et voilà, il vit au paradis des enfants et tout va bien. Et tout d'un coup, il se prend dans la face son propre peuple, il est obligé de fuir, etc. Et évidemment, en 13 épisodes, il grandit et il rencontre aussi l'autre, parce que c'est une série aussi sur le racisme, donc il rencontre aussi le peuple dont il a peur, et il finit par devenir comme eux. Et voilà, donc il grandit et il devient multi-ethnique, multiculturel. Voilà, il devient plusieurs personnes. Il y a Elisha qui est une héroïne, qui elle est une sauvageonne, qui est emportée dans les cimes, donc emportée dans la société riche, capturée, qui se rebelle et qui découvre quelque chose qui devient une guerrière. Et le meilleur ami de Toby, je crois qu'on ne le voit pas là, mais qui est Léo, hop, il est là, il a des petites, c'est pas des ailes, c'est des boomerangs, mais on dirait qu'il a des ailes. Et Léo, lui, qui est un enfant qui souffre profondément. En fait, il y a toute cette souffrance qui va être manipulée par le gros méchant qui est Joe Mitch, et qui va le briser et le noircir. Donc, lui, Léo, il devient vraiment méchant. Oui, l'évolution graphique. Sur l'évolution graphique, en fait, on peut demander à Marie, mais ça n'a pas été évident quand même, parce qu'on est dans comme l'a dit Camille, on est dans des contraintes budgétaires très 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 fortes. On a un beau budget pour une série télé, mais on a un budget de série télé, alors qu'il y a des ambitions de long métrage derrière. Et donc là, ça a été des contraintes pour Marie à réfléchir avec la boîte à outils qu'on lui a donnée, en disant, voilà, c'est de la marionnette, je ne vais pas rentrer trop technique, mais en tout cas, c'est des personnages qui sont prêts à animer, où on peut bouger le bras, voilà, on peut bouger les trucs, il y a du redessin, mais pas beaucoup de redessin. Et donc, en utilisant ces techniques, il y a beaucoup de contraintes de fabrication.
Et donc, on ne peut pas avoir des choses sur des jointures, par exemple, on ne peut pas avoir des éléments, ou alors c'est compliqué, etc., etc. Donc, tout un tas de contraintes qui s'ajoutent au design, et on a dû faire avec. Donc, à partir de là, les ajustements ont été surtout faits sur les vêtements et sur des éléments marquants, mais peu chers. Voilà. Harry ? Sur les personnes... On m'entend ? Oui. Sur les personnages, ce qui était compliqué, c'est que en fait, c'est une transposition de notre monde dans un arbre. C'est pas de la science-fiction. Enfin, on était toujours entre différentes choses. Il fallait qu'on voit qu'ils étaient tout petits, mais en même temps, si on leur mettait un gros bouton, ça devenait les mini-pouces. Il ne fallait pas que ce soit la mini-pouce. Voilà, et puis il y a des hiérarchies sociales, un peu comme dans notre monde, mais il y avait un gros bagage en fait culturel. C'était très délicat, je trouve, à mettre en place. Dès qu'on mettait des choses un peu trop exotiques, voilà, il y avait le mythe du bon sauvage qui arrivait et on voulait pas de ça. Ou alors, si c'était trop stylisé, ça faisait science-fiction, ça évoque Star Wars et on voulait pas. Donc, en fait, on est parti sur des choses de plus en plus épurées, aussi pour l'animation, mais parce que, oui, pour pas se trimballer toutes ces problématiques, parce qu'il y a des soldats, mais il ne faut pas que ce soit des nazis, tout ça. Et nous le fait de travailler dans le même lieu, ce qui était intéressant, c'est que pendant qu'on dessinait, les gens passaient, les scénaristes ou l'auteur du livre passaient, et si les scénaristes ils voyaient, ils disaient « Ah, ça c'est un tel », alors qu'on n'avait pas dit qui c'était, on avait gagné, quoi. Parce que chaque personnage, il y a différents méchants, il y a le méchant à la brute, le méchant qui fait peur, voilà, il y a tout un éventail de personnages, et voilà. Et pour Toby, ce qui était compliqué, c'est que, pareil, il y a tout un bagage, c'est le héros, il faut que tout le monde s'y identifie. Et ça a été assez long de le trouver parce que oui, c'est un enfant blond, mais pareil, on ne veut pas que ce soit un nazi. Donc on l'a bien basané. Oui. Et voilà, je ne sais pas quoi dire. Voilà. Et puis les problématiques techniques sur la symétrie, ça a été compliqué. Les cheveux, on s'est bien pris la tête. Les vêtements, il ne faut pas qu'ils bouge trop, voilà. Oui, vêtements, clairement, vêtements près du corps. Et juste pour reboucler, peut-être pour répondre peut-être plus précisément à ta question sur l'évolution du personnage de Toby dans le design, il y a, comme le design Claire, c'est un personnage qui devient, en gros, c'est un petit gosse de riche des Sims qui redescend découvrir le peuple et le monde qui l'entoure, et voilà, et qui va devenir vraiment multiculturel. Et donc l'évolution, elle est là. Alors on n'a pas les images parce qu'on ne va pas non plus tout spoiler, mais il a vraiment l'évolution de Toby, elle se passe évidemment par la taille, donc un changement de proportion qui fait que ça devient d'un enfant, ça devient un adolescent, et des changements de vêtements, parce que comme vous le voyez là dans le line-up, on a le peuple de l'herbe tout en bas, donc il y a les gens des Sims qui sont plutôt habillés en bleu, etc. Et donc il y a tout ce patchwork qui se crée tout le long qui se tisse tout le long de la série, pour à la fin avoir un Toby qui est le meilleur des mondes en fait, qui est le meilleur des deux mondes. Ça c'est ce qu'on a déterminé assez vite, parce que autant pour les décors que pour les personnages, tout se passe dans un arbre. C'est le même arbre. Donc il n'y a rien qui ressemble plus à un bas de chêne qu'un haut de chêne. Donc assez vite, il fallait qu'on caractérise assez fort chaque endroit et chaque caste. Donc on a vraiment travaillé sur des codes couleurs un peu plus basiques et forts pour que quand on arrive sur une scène, si jamais on a loupé le début ou il se passe tellement de choses, on puisse savoir, tiens, ça c'est des gens des Sims, ça c'est des bûcherons, ça c'est des chasseurs, ça c'est les gens de Joe Mitch. Ils ont vraiment... et une fois qu'on a déterminé ça, ça nous a vraiment servi sur toute la prod pour savoir de quoi on parlait. Voilà. Et vous, dans la mise en scène, comment vous avez réfléchi à l'évolution de tous ces personnages dans la série? Quels ont été vos choix de mise en scène en termes de cadre, de mouvement de caméra, de rythme? Alors, c'est pas forcément lié au
aux personnages. D'accord. Pas forcément. Les choix de mise en scène, évidemment, il y en a. Sinon, on ne serait pas là. mais par rapport aux personnages, il y a, je vais dire, ça se joue plus à l'animation, bizarrement. C'est-à-dire que dans l'animation, on a par exemple un Toby qui, au début, court moins vite que son pote Léo, est moins habile, est pas encore fini, il n'est pas encore adolescent, il n'est pas encore adulte. Et à la fin, ça devient, avec son parcours initiatique et son passage chez les Pelés, ça devient un survivant, quoi. Il saute partout, il est super agile, il a chopé des capacités qu'il n'avait pas avant. Donc ça, c'est surtout sur l'animation et donc évidemment la mise en scène, parce qu'on va cadrer ça de façon à montrer que waouh, c'est chouette ce qu'il fait, mais pas tellement. Voilà. Ça s'est joué sur la voix aussi beaucoup. On a donc fait un casting, trouvé des comédiens qui correspondaient au visuel, au caractère, et puis après ils ont évolué aussi au fur et à mesure de l'histoire, quoi, dans le jeu. Ouais. Oui, c'est ça. C'est dans le jeu et dans l'animation. Voilà. Ouais, dans la mise en scène, on était quand même contraint par les logiques de fabrication budgétaire et tout ça. Donc on a fait des choix de mise en scène un peu globaux. Et évidemment, il y a des endroits où on montre. Enfin, il y a des personnages qu'on montre quand même de façon différente. Enfin, les gros méchants dangereux, ils sont souvent au contre-jour. Oui, ça aide. Voilà, ça aide. Avec eux. Oui. Voilà. Alors, il y a autre chose aussi qui est important dans cette série, c'est comme tout se passe dans un arbre, il y a aussi un voyage dans l'arbre. Donc, comment vous avez exploité ça entre là aussi les trois, c'est-à-dire tout ce travail de l'écriture au graphisme à la mise en scène, et comment vous avez discuté de ça ensemble pour que ça fonctionne bien, parce que c'est quand même très très compliqué. Hein, en fait, c'est vrai qu'au départ, on parlait on était sur des scènes et des endroits spécifiques, donc on savait qu'on parlait des cimes, on parlait des bûcherons, donc on caractérisait, quand je dis on, c'est avec les réalisateurs, on essayait de trouver des caractéristiques à chaque endroit, et à un moment donné on s'est dit mais c'est pas possible qu'on dessine pas l'arbre en entier, et ça se verra jamais dans la série. Mais c'est un outil dont on va avoir besoin pour tout le monde. Donc il a fallu que je dessine l'arbre, la forme de l'arbre en entier, et des circulations dedans, et faire comme un plan. Enfin, on a beaucoup travaillé en plan. Ouais, on a fait énormément de plans de l'arbre parce que il y a vraiment des lieux, des contrées, et c'était déjà présent dans le roman. On a essayé de hiérarchiser tout ça dans la série, à savoir... C'était très abstrait dans le livre. Hein. Non, oui, très abstrait. Chaque peuple habite dans un endroit avec ses spécificités qu'on a essayé de rendre derrière graphiquement, avec les couleurs, qu'on va essayer de rendre au son aussi, pour pouvoir se repérer là-dedans. Non, puis il y a un truc sur la temporalité aussi. Je pense que dans le roman, il prend évidemment beaucoup de liberté, et c'est ça qu'on lui demande. Mais un jour, Anne-Claire a commencé à chronométrer le temps qu'on mettait pour aller des cimes jusqu'au bois d'Amène, etc. Et ça, alors nous, ça a évidemment changé énormément de choses dans l'écriture. Et nous aussi, dans la manière dont on joue les ellipses, parce que en fait, pour aller, je ne sais plus exactement, mais pour aller en haut de l'arbre jusqu'en bas, il faut plusieurs jours. Une semaine à pied. Vas-y, t'as rien à dire. Quoi ? Ouais. Du coup, il y a deux choses. Là, il y a la carte de l'arbre. En fait, d'un point de vue purement narratif, dans le roman, en fait, les héros, ils passent leur temps à monter et à descendre de l'arbre. Il y a la magie de la littérature, où en fait, il y a des espèces d'ellipses magiques qui ne peuvent pas exister dans la dramaturgie. En dramaturgie, si tu mets une semaine à descendre, tu mets tout le temps une semaine à descendre. Et quand dans l'épisode, tu montes et tu descends 4 fois,
Enfin, tu fais 4 fois, bah, en fait, comment on fait quoi? Comment on le raconte? Qu'est-ce qui se passe pendant toute la semaine où Toby descend? Ils font quoi, les méchants? Voilà. Est-ce qu'ils s'arrêtent comme ça en attendant que Toby soit arrivé? Il y avait ça, donc ça, c'est quelque chose qui était vraiment quelque chose qu'on a dû gérer, nous, les scénaristes, et puis en discuter avec les réalisateurs. Et puis, il y a la carte de l'arbre. Et là, c'était vraiment hyper important. En fait, chaque scénario, chaque épisode, nous, on imaginait un trajet. Ensuite, on discutait avec Camille et Florian, donc les réalisateurs, pour se dire, bon, bah voilà, ils passent ici, ça ferait quoi comme décor, mais est-ce qu'ils peuvent passer par là? Enfin, voilà, on circulait ensemble dans l'arbre pour voir les meilleures possibilités. Et on n'a pas arrêté de modifier cette carte. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'écriture, on disait, ah bah non, en fait, là, c'est pas possible, donc on rajoute un passage là. Ah non, attends, on va peut-être pouvoir réutiliser celui-là, ce serait cool. Ah non, zut, ça marche pas. Enfin, voilà. Il y a 10 versions des basses branches, je pense. À chaque fois, on étirait les trucs, on mettait finalement les tornettes plus à droite, parce que non, ça a beaucoup bougé. Ce qui est cool avec de la végétation et le côté très minéral, c'est que quand même on peut jouer un peu avec ça. Enfin, on s'est créé aussi de la liberté, et puis tout n'est pas ultra réaliste non plus. Hein. Non, c'est sûr. Il ne faudra pas prendre le chronomètre pour... Oui, j'imagine que ça a été plus facile que si ça avait été une architecture. Oui, il y a aussi de pierre. Non, mais enfin voilà, on est quand même dans de la végétation. Mais la première carte de l'arbre, elle a été créée à quel moment? Parce que j'imagine que tu avais déjà écrit des choses, Anne-Claire, avant le dessin de la première carte. Oui, c'est passé un petit moment, hein, parce qu'on avait abordé beaucoup de points, et quand il s'est agi de relier ces points, je pense que c'était... on a fait la carte au développement. Hein. C'était vers le milieu-fin du développement. Ouais. Et après, on n'a pas cessé de la repréciser, de la modifier au fur et à mesure de la prod, de l'écriture, des boards. Mais à partir du moment où on a eu cet outil, c'est vrai que je pense que pour les scénaristes, les choses se sont éclaircies pour tout le monde. En fait. On savait mieux de quoi on parlait. C'était resté quand même assez abstrait. On avait des points, mais ils n'étaient pas reliés, quoi. C'est un peu comme quand on est à Paris, qu'on va dans le métro et qu'on va d'un trajet à l'autre, puis on ressort et on fait « Tiens, on est là !» Et puis un jour, il faut y aller, il n'y a pas de métro, donc il faut y aller en voiture. Et là, on se dit « Mince, comment on va... Voilà. Je vous mets un brief board là juste pour vous montrer comment ça continuait derrière sur les intentions de mise en scène aussi, et comment voilà, on préparait un peu le bazar dans les plans pour tout ce qu'on avait à raconter. Donc dans les éstapes de Seb, et puis dans les plans qu'on se faisait, on mettait des petites croix à chaque fois en disant bon, bah, ok, ils vont de là à là, on va faire ci comme ça et comme ça, voilà. Et plus quelques intentions de mise en scène, quoi. Des fois, c'était un peu vide. C'était succinct. Regarde, il y a plein de trucs là. Donc, pour préparer ces boards, justement, puisqu'on parle du brief board, j'imagine que préalablement, il y a eu une lecture du scénario avec la direction d'écriture. Ouais, si on déroule, peut-être on déroule. Il y a le scénario. Il y a le scénario, enfin il y a le synopsis, il y a un traitement. On essaie d'intervenir dessus assez tôt avec Florian, avec Delphine. Il y a donc ensuite les retours de France Télévisions. Il y a plusieurs versions. On arrive à un scénario dialogué, on est content. Et après, on s'est fait une passe donc c'est pareil, c'est validé. Après, on a fait une passe on appelait ça de prépa board, c'est-à-dire qu'on se lisait le scénario avec Anne-Claire, Florian et moi, et on posait déjà nos intentions de mise en scène. Donc, on modifiait le scénario en fonction des lieux existants, des envies de mise en scène et tout ça. Une fois qu'on avait ça, donc c'était un peu plus spécifique, détaillé dans la manière dont les choses allaient s'organiser à l'écran, et ensuite on faisait une lecture avec la directrice de casting au début, et puis le directeur de casting qui a suivi, et nous et Timothée de Fontbelle pour faire un polish des dialogues, ce qu'on appelait un polish dial,
où on lisait vraiment à haute voix le scénario et on réécrivait, on affinait tous les dialogues pour être bien sûr de la musique globale. Ensuite, on enregistrait les voix quand on l'enregistrait avant le board, ou alors on commençait par le board, ça dépendait du planning de prod. Et on avait un brief board, nous, ensuite. D'abord, on se parlait tous les deux. On préparait ce que vous voyez à l'écran. Donc, chacun dans notre coin, on prenait des séquences, etc. Puis on préparait le brief board. Il y avait un peu de créa aussi de temps en temps. Voilà, il y avait un peu de créa. À ce moment-là, souvent, il y a des lieux où, je pense notamment, un exemple marquant, c'est dans la prairie, donc au pied de l'arbre. On avait un village qui avait été, Seb et Marie avaient fait des dessins préparatoires, etc. Mais pour la dramaturgie, on devait, c'était important que ça, ce soit à tel endroit, ça à tel endroit, ça à tel endroit. Donc ce qu'on a fait, là, on a travaillé un petit peu à l'envers, c'est qu'on a, enfin à l'envers ou pas, mais en tout cas, on a fait un plan, on a dit on voudrait que la topologie soit comme ça. On a fait un petit croquis et ils sont repassés dessus, ils ont mis leur magie et puis c'était super. Donc c'est vrai qu'il y avait ces allers-retours à ce moment-là, ou alors il y avait besoin de la carriole de Joe Mitch tirée par une fourmi, tous ces trucs-là. C'était de préférence créé avant le board. C'est pas toujours possible. C'est pas toujours le cas. Pas toujours possible vu les timings. Mais en effet, il y avait cet échange-là. Ouais. Et après, donc, une fois qu'on avait ce document, le petit PDF que vous avez vu, nous, Camille et moi, on faisait un brief board donc au fameux 4 borders. Donc on repassait le scénario avec les borders. Et là, on réécrivait tout. Reposait plein de questions. Souvent très pertinentes. Donc on recontactait Anne-Claire, on repartait sur certaines séquences en écriture. Ensuite, on passait par une phase de pré-deck avec les borders où ils nous présentaient leur vision de la scène et des fois, effectivement, ça requestionnait encore notre mise en scène, nos envies, l'écriture, tout ça. Des fois, ils avaient raison, des fois, on avait raison, des fois, on avait raison tous ensemble. Et puis, une fois qu'on était à peu près content, on passait au clean. Et ensuite, au clean, semi-clean, quoi. Et après, on faisait le montage de tout ça. On avait généralement beaucoup trop de matière parce que, malgré tout, il se passe beaucoup de choses. Donc, et il faut quand même que ça tienne sur la durée. Et donc, à l'animatique, il y avait encore une nouvelle passe d'écriture, donc avec le monteur, et puis l'équipe, quoi. Enfin, c'est pareil. Parfois, ça repartait. Il y a des séquences qui repartaient en rebord, etc. Donc un truc assez organique. Et puis c'est pareil. C'est une étape où encore on avait les retours de Delphine à la production, de Anne-Claire qui regardait les animatiques. Des fois, Carrasquette aussi regardait les animatiques. Nous disait on a vu ça et on pense que. Et voilà. Et tout ça améliorerait l'histoire et. A priori, en principe, on a essayé, dis-moi. Comme je disais au début, c'est vrai que c'était pas... c'est quand même hiérarchisé. Les réalisateurs ont le dernier mot, mais il n'y avait aucune frustration parce qu'on avait tous notre mot à dire et on avait tous la possibilité de nous exprimer sur tous les sujets. On a parlé des voix, je me souviens des voix les tests voix ont été envoyés à tout le monde et tout le monde a donné son avis sur le narrateur, sur voilà. Et nous, notre boulot de réalisateur, justement, c'était l'intérêt, c'était d'être ouvert à tous ces avis et avec la vision globale de la série, de se dire, ok, là c'est une bonne idée, là non, là voilà, et de faire les choix les plus pertinents. De ne pas laisser passer une bonne idée, quoi. Voilà, c'est un peu, on faisait le tamis, le plus possible. Et juste sur le, non. Vas-y, Anne-Claire. Non, moi c'était pour les bords. Et inversement, c'était exactement pareil pour l'écriture du scénario. C'est-à-dire qu'en fait, on était... chaque étape, chaque synopsis, chaque séquencier, chaque V1 de continuité dialoguée était envoyé au réalisateur et à la productrice. Donc, en fait, on écrivait aussi beaucoup avec eux, de par le feuilletonnant, mais de par aussi la volonté d'écrire une bonne histoire. Donc en fait, on était en permanence ensemble. Ce qui est formidable, c'est que rien n'a été cloisonné. Je vais dire un dernier truc sur les borders, parce que justement, le moment où on présentait le scénario et le brief board au storyboarder, eux, ils le lisaient pour la première fois. Nous, on avait bossé dessus déjà depuis longtemps, et ils arrivaient avec un regard neuf, et il y a des choses, nous, on n'avait pas vues, et avec leur regard neuf, leur recul, ils pointaient du doigt un truc qui ne marchait pas, quoi. Et donc, on était là, ah oui, c'est vrai.
Donc ouais, prise de panique. Non, vous inquiétez pas, ça va être super. Et voilà. Et donc, et les storyboarders sont souvent un peu négligés dans le processus d'écriture, alors qu'ils sont au centre de l'échange entre les mots et l'image. Et donc, c'est important de leur rendre hommage là, parce que c'est vraiment un super boulot. Oui, et du coup, on va peut-être parler des réflexions que les storyboardeuses ont fait sur la caractérisation de certains de vos personnages. Vous pouvez commencer à en parler. On peut peut-être leur donner la parole si elles souhaitent. Céline, si elle n'est pas partie. Mais non, juste un truc aussi dans le process pour avoir la bonne compréhension de travailler ensemble, parce qu'on est un peu là pour parler de ça, hein, les auteurs qui parlent ensemble, mais les auteurs, c'est aussi après l'équipe. Et donc comment ça ruisselle sur l'équipe. Et c'est vrai qu'à titre d'exemple, quand on fait les briefboards, chaque border part avec leur séquence à faire. Et ce qu'on demandait, c'est que quand on faisait des retours sur la séquence d'un storyboarder, les autres storyboarders puissent y assister. Donc en plus, il faut savoir que tout ça, il y a le Covid qui est passé par là, on avait beaucoup de télétravail, beaucoup de distance, beaucoup de Zoom. Et donc, ils étaient vraiment invités à venir écouter nos remarques sur la séquence, et c'était très régulier, qu'ils prennent leur parole en disant « Ah, et sinon on pourrait faire ça, ah mais moi je trouve que machin ». Et donc il y avait encore ce travail qui continuait pendant qu'on checkait qu'on vérifiait le prédécoupage. Ce travail vraiment, encore une fois, organique, et à pas laisser passer une bonne idée, à écouter tout le monde et à faire le tri derrière, quoi. Et en effet, sur les réflexions, Anne-Claire. J'ajoute juste quelque chose, c'est que c'était exactement pareil pour les scénaristes, c'est-à-dire en plus du fait que ce soit feuilletonnant et que en termes de narration, tout est interdépendant. En fait, les scénaristes, ils devaient lire et réfléchir sur non seulement chaque épisode, même ceux qui n'écrivaient pas, mais chaque étape d'épisode. Puisque en fait, une étape d'épisode, une étape de scénario, ça pouvait changer, ça bougeait, l'histoire bougeait légèrement comme des plaques tectoniques. Et donc les scénaristes, ils devaient lire tous les scénarios et toutes les étapes, à toutes les étapes. Voilà. Et puis toi, tu as été un peu la gardienne de la... Moi, je pense que j'étais le computer. Ouais, c'est ça. La gardienne des arts, pour ne pas perdre la cohérence quand même des trajectoires des personnages. Dès qu'on avait une question sur un animatique, on se disait « Attends, est-ce qu'on peut enlever telle scène parce qu'on n'a pas le temps, machin ? Qu'est-ce que ça impacte sur la suite ? Parce que je sais que dans l'épisode 7, ça va revenir, la situation, nanana. » Et donc on appelait Anne-Claire. Ouais. Et elle nous disait « Oui, non. Voilà, t'as le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. » Voilà. Oui, tu peux faire ça autrement. Oui, voilà. Voilà. Et après, l'intégration, les borders, ils ont été présents aussi au dev. Donc ça, sur les photos que vous avez vues, en fait, il n'y avait pas que des auteurs dans la salle. Il y avait aussi des borders qui sont venus border l'épisode 1. Et ensuite, on est resté très proche des borders. Et elle va nous raconter pourquoi, mais même je crois que pour écrire le dernier épisode, en fait, nous, scénaristes, on a pris la liberté d'envoyer carrément notre texte directement au border parce qu'on avait envie et besoin d'avoir le retour qu'on trouvait pertinent. Et on s'est vraiment appuyé sur les retours des borders pour travailler sur le dernier épisode. Voilà. Et c'est donc un choix que les borders soient ensemble sur un même épisode, c'est-à-dire que c'était un choix de planning aussi, mais c'était dès le développement, en fait, on avait choisi ça parce qu'on aurait pu filer un épisode par border, comme ça se fait souvent en série. Là, comme c'est des grands épisodes, on trouvait ça plus intéressant, et puis de mélanger les aptitudes, et puis du coup eux entre eux ils se parlaient, ils s'écoutaient pendant qu'on faisait les checks avec Florian des différents pré-decks, des différentes séquences. Souvent les autres borders écoutaient derrière, et puis dès qu'ils avaient une bonne idée, hop, ils levaient la main sur ce qu'ils venaient d'entendre, et donc ça c'était vraiment très enrichissant. Ouais. Bon. Et pour revenir sur ce regard de femme, de jeune femme, parce que c'était ça le sujet. Du coup, Toby Lowness, c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment un chef-d'œuvre, et c'est une œuvre qu'on adore. Par contre, c'est vraiment, en fait, on va dire que le seul regret, c'est que la femme dans Toby Lowness, c'est une femme d'il y a longtemps.
Tu parles du livre, hein, là. Faut du roman. Et nous, comme on était tous fans de Toby Lowness, et qu'en plus on avait déjà beaucoup de travail d'adaptation, pour débroussailler, pour mettre en place l'histoire et tout, il y a des choses en fait qui nous ont... Et puis parce qu'on a 40 ans, voire plus. Non, 39, enfin, je sais pas. En fait, du coup, il y a des choses qui nous ont pas choqués. En fait, il y a des choses qui ont glissé sur nous, et on était déjà pas mal avancé dans l'écriture quand on a eu des filles de la fabrique et des filles de la prod qui ont tiré une sonnette d'alarme et qui sont venus mettre un grand coup de pied dans la fourmilière en disant « oh, là, vous voyez pas, là, il y a un petit souci, là. » Et au début, on a fait « Hein, quoi ? De quoi il parle ? Quoi ? L'œuvre, Toby Lowness ? Mais ce chef-d'œuvre, de quoi tu parles ?» Et alors moi, je veux dire, moi, personnellement, ça m'a fait bouger sur mon abscisse. Donc ça a carrément bougé toute ma façon de voir, non seulement Toby Lowness, mais la vie, les œuvres, tout ce que je lis, enfin bon, voilà, ça m'a... Pour de vrai. C'est bien. Il n'y a pas que les personnages de Toby Lowness qui se sont transformés, mais les auteurs de la série Toby Lowness se sont transformés aussi. Mais heureusement, purée quoi. Enfin, moi, je suis hyper heureuse d'avoir vécu ça, même si les 5 premières minutes, c'était pas trop agréable. Et que en plus, ça faisait beaucoup de travail en plus, hein, parce que du coup, c'était un travail de réécriture, de revoir quelques fondamentaux de caractérisation et de trajectoire. Et du coup, Céline, est-ce que tu veux donner ton avis ? Merci. Déjà, je trouve ça super d'ouvrir le sujet comme ça frontalement, parce que c'est vrai que, comme tu dis, Toby Lowness, c'est une œuvre qui a marqué énormément d'enfants, je pense, quand c'est sorti, mais qui aujourd'hui laissait un peu, aurait pu laisser pas mal de petites filles sur la touche, ou toute personne qui ne s'identifiait pas au petit héros blond parfait que Toby peut représenter. Et du coup, nous, en tant que border, c'est sûr, on a appris que c'était pas aussi évident que ça, que vous puissiez entendre tous les retours qu'on pouvait proposer, que vous nous avez vraiment laissé de la place pour le faire. Et j'avais jamais vécu ça sur d'autres prods. Je pense que les autres borders non plus. Mais oui, l'assistante réelle, Julie Lachaise, Marine, Constance Boucart aussi, qui était au board avec moi. On avait vraiment envie, en fait, juste que l'histoire, elle parle à davantage de monde encore, avec des personnages féminins qui seraient autre chose que soit des mères accompagnantes ou absentes, et des petites filles forcées de se marier, quoi. Et du coup, que vous ayez laissé la place pour ça, c'était trop bien. Parce que c'est vrai qu'au board, en fait, c'est là où on commence à faire l'acting des personnages, leur attitude et comment ils se comportent. Et c'est là aussi où il y a des portes qui se sont ouvertes, puisqu'on a vu... on s'est dit, en fait, Elisha, elle se comporte plutôt comme ça. Ou, voilà. Donc c'était super d'avoir ce dialogue-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci, mais je pense que tout ça aussi, c'est grâce à une productrice qui est ouverte à la discussion, qui est ouverte au fait que tout le monde collabore et travaille ensemble. Clairement. Hein. Et qui a créé les conditions pour que qui a créé toutes ces conditions pour le faire. C'est quand même très ou inconscient ou courageux d'ouvrir les portes, parce que forcément, dès qu'on fait des allers-retours comme ça, j'imagine que ça a forcément des incidences à la fois sur le planning, à la fois sur le budget, et donc être capable aussi dans la production de l'organiser, de le planifier, et tout ça pour le bénéfice d'une qualité, une belle qualité narrative, enfin d'une belle série, quoi. Voilà, donc bravo à Delphine. Voilà. On a encore une
demi-heure. Oui, 30 minutes. On a encore 30 minutes, c'est formidable. Si vous avez envie d'aborder d'autres choses spontanément, n'hésitez pas. Est-ce qu'on peut lancer quelques questions ? On peut aussi lancer évidemment des questions avec la salle. Donc, formidable. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. J'ai 2 questions. La première, peut-être que vous l'avez évoquée, mais je n'ai pas entendu. Ça aurait pu être un long métrage. Dans la question feuilletonnante, et on ne peut pas inverser les choses, ça fait penser aux séquences d'un long métrage où les personnages évoluent. Et la seconde, quand vous expliquiez Anne-Claire, la garante de tout cet univers, ça m'a rappelé une présentation d'un studio qui s'appelle Ankama dans le Nord, et qui, entre le jeu puis la série avec Wakfu, avait toute une équipe de spécialistes qui pouvaient dire ce qu'on pouvait faire ou pas, les personnages, et à chaque saison ou à chaque évolution du jeu, il y avait comme ça cet univers qui devenait de plus en plus riche, et tous les joueurs qui connaissaient encore mieux que l'équipe de création ce qu'on pouvait faire ou pas, et qui notaient s'il y avait des erreurs. Donc ça m'a rappelé cette façon de travailler aussi dans le jeu vidéo où il y a très riche, voilà. Oui. Et d'ailleurs, je pense qu'Anne-Claire connaît mieux le roman que Timothée. Clairement. Enfin, et Timothée le dit. Hein. Enfin, Timothée l'a reconnu, ouais. Oui. En tout cas, je l'ai plus lu que lui, ça, j'en suis quasi sûre. Et après, oui, on s'est demandé au moment d'adapter, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait un long métrage ? Est-ce qu'on fait une série ? Et le choix de la série feuilletonnante est vraiment venu de l'œuvre, puisque en fait c'est une saga. Enfin, c'est pas une saga, non, c'est pas une saga, mais c'est une histoire extrêmement riche avec beaucoup de personnages, beaucoup d'intrigues secondaires. Et on avait, pour moi, ces intrigues secondaires, ces personnages secondaires, ils sont constitutifs de l'œuvre. Ils racontent quelque chose de très important. Et si on avait fait un long métrage, en fait, on se serait juste attaché à la trajectoire du héros, du sauveur, et ça aurait vraiment appauvri l'œuvre. Donc c'est vraiment c'est un choix par rapport à l'œuvre. Oui, sur la série, on prend le temps. Alors, nous, on trouve qu'on ne prend pas le temps, parce qu'on trouve que tout va trop vite et que c'est dur de faire tout rentrer, mais quand même, on peut prendre le temps d'aller développer d'autres personnages, et ça rend cette richesse de l'œuvre, cette richesse de l'arbre, cette richesse des peuples. Voilà. C'est vrai que sur un long métrage... Il y avait une volonté de fidélité au roman aussi, au départ. Il aurait fallu plusieurs longs métrages. Ça avait peut-être d'ailleurs été envisagé. Mais la série permettait ça, cette fidélité. Et d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est qu'au début, on était vraiment très proches, on avait du mal à déroger par rapport au livre, et puis au fur et à mesure de l'écriture et de l'avancée dans le projet, on s'est mis à le questionner, à trouver ce qu'on racontait vraiment dans la série, et ça s'est légèrement décalé, et ça devient quelque chose à part entière maintenant, avec même un dernier épisode, le 13e épisode, qui n'est pas une péripétie du roman, qui est un bonus en plus, et qui pour le coup est aussi un très bel exemple de collaboration globale, de dialogue entre, parce que donc l'auteur Timothée de Fombelle était présent quand on a parlé du 13e épisode, l'ensemble des scénaristes, les bordeurs, nous deux, enfin voilà, ça a été vraiment un sujet qui a été mis sur la table à milieu de tout le monde, quoi. Comment a réagi Timothée de Fombelle quand vous lui avez fait comprendre qu'en fait son image de la mère et de la femme n'était pas la bonne ? Il l'a très bien compris, et puis lui-même il l'a reconnu, et il avait d'ailleurs fait déjà les changements dans ses derniers romans, parce que Toby Lolness, c'est un roman qui a quoi, 15 ans maintenant, quelque chose comme 2006, ça, 2006. Et voilà, donc non, alors Delphine a peut-être quelque chose de mieux à dire que moi, pardon. Non, pas du tout, il a hyper bien pris, et il a vraiment acquiescé. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, l'équipe des bordeuses et l'assistante réelle, ils avaient pratiquement proposé que la famille Asseldor qui est dans l'arbre, ça aurait été bien si au lieu d'être un papa, une maman et 5 enfants, c'était 2 femmes. Et je me rappelle que là, il a dit
bon, en fait, c'est super tout ce que vous me proposez, mais là, je crois que je peux pas régler toutes les questions de société. J'aborde déjà plein de trucs dans Toby, donc là, la famille avec 2 mamans, il a dit, ce sera pas dans Toby quand même. Mais après, il a vraiment accepté. On lui a dit, non, déjà, chez les bûcherons, on va faire des bûcheronnes, chez les chasseurs, on va faire des chasseuses. Il y a certains dessins de personnages qui ont changé. On a redonné des dialogues aux femmes. On leur a donné des métiers. On s'est rendu compte qu'elles n'avaient pas de métier. Les hommes avaient des métiers, les femmes des occupations. Et vraiment, il a écrit tout ça en 2006 et il a vraiment dit que bien sûr, il fallait faire évoluer tout ça. Et pareil sur les pelés, il s'est rendu compte aussi que l'espèce de prestidigitation de la littérature lui avait permis de poser une sorte de nord et de sud dans l'arbre avec les cimes et la prairie, et que nous, quand on devait se confronter au fait de représenter tout ça, ça devenait vraiment caricatural. Et donc, on a pris la décision à un moment de matiner toute la population de l'arbre, de gens de plein de couleurs et de plein de formats, parce que ça nous permettait de dire que l'histoire de l'arbre, c'était que que les peuples s'étaient déjà mélangés, etc. Parce que sinon, on savait qu'on se ferait attaquer. On ne pouvait pas fermer les yeux sur le fait qu'on allait devoir rendre des comptes sur nos changements. Et je sais qu'on n'est pas paré de toutes les remarques, mais on a bossé là-dessus vraiment. Et grâce aux jeunes femmes, c'est sûr que ça a été incroyable. Et on a vraiment eu de la chance d'avoir Timothée comme auteur, parce que c'est quelqu'un d'adorable, de très ouvert et qui était enthousiaste de tout ce qu'on avait à lui proposer. Et il nous a vraiment aidés, suivis et encouragés. Voilà, et il nous avait dit qu'il était... Alors comment il avait dit ça ? Qu'il était très content de toutes les trahisons qu'on lui faisait. Et c'était très joli. Voilà. Il a dit oui que ça l'effrayait un peu à quel point il était content comment on le trahissait. Et ce qui était chouette, il le reconnaissait lui-même, c'est qu'il avait déjà eu son heure de gloire avec Toby Lowness et qu'il avait plus rien à prouver avec ça. Et donc on était libre. Et il nous a encouragés là-dedans. C'était vraiment chouette. Ouais. Bonjour. Au début de la présentation, vous avez dit que c'était de l'animation de puppet. Et normalement, la puppet, ça se repère assez vite. Et notamment, il y a des choses qui sont difficiles à faire, comme les déplacements dans les perspectives. Or, dans le trailer et dans l'animatique que vous avez montré, il y a des personnages qui se déplacent de l'arrière-plan vers le premier plan. Et puis, tout simplement, c'est une animation qui est belle à voir. En dehors du talent des animateurs, est-ce que vous avez mis au point des astuces ou des choses pour avoir cette qualité d'animation typée long métrage et sinon, comment est-ce que ça a influencé votre mise en scène, si ça l'a influencé ? Alors, je vais commencer, puis après il y aura plus de choses à dire que moi, mais déjà Minute Papillon, on va voir un morceau de l'épisode 1 à l'issue de la conférence et vous allez voir que ça reste quand même de la série. On a fait de notre mieux avec effectivement des astuces de board, beaucoup de posing, beaucoup d'efforts mis sur le posing, et puis vas-y, développe. Donc des contraintes de board évidentes, parce qu'en effet, donc alors je ne sais pas si tout le monde connaît, mais donc la puppet, le cut-out, c'est un type d'animation qui est très 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 utilisé en série, parce que ça permet juste de fabriquer dans des quotas qui sont réalisables chez nous, c'est-à-dire si on veut le fabriquer en France ou aux pays voisins. Parce que si on veut faire du traditionnel, soit ça coûte très cher, soit ça part à l'étranger. Donc plutôt en Asie, voilà. Donc c'était pas du tout l'ambition de Toby Lowness. Et donc cette technique est venue à nous par juste économie, parce qu'on aimerait tous faire tout en tradi, se faire plaisir, etc. Ça n'a pas été le cas. Mais on a... Alors, évidemment, pour que ça marche, c'est comme pour les arches narratives, c'est comme pour tout. Il faut qu'à chaque étape, ce soit bien huilé et qu'on fasse les choses dans le bon ordre et en bonne intelligence. C'est surtout ça. Donc, la clé, c'est la mise en scène. C'est-à-dire la mise en scène de ne pas partir sur des plans justement infaisables, parce qu'on sait qu'on va partir, je sais pas, on va passer 10 jours sur un plan qu'on va voir 2 secondes. Donc là, déjà, il y a un problème d'économie là-dedans. Donc mise en scène, donc les borders sont briefés en disant c'est de la puppet, et puis après sur les épisodes on choisit ce qu'on appelle les money shots, donc tu vois, les plans où tu as envie de voir que ça bouge un peu, il y a beaucoup d'action, etc. Donc il y a tout ce
tri qui est fait dès la mise en scène. Et après, sur la technique pure du cut-out, ça, j'ai envie de dire, c'est un pipeline qui est très rodé dans les studios. Et il y a donc on est sur un logiciel qui permet d'avoir des puppets assez développés, où on peut avoir des déplacements alors, je vais rentrer très technique, je pense que ça va ennuyer tout le monde, mais on peut avoir à la fois des mouvements de juste rotation, mais on peut aussi avoir des masques qu'on va pouvoir animer pour assouplir tout ça. Les puppets sont très 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 développés, donc c'est quasiment de la 3D à ce niveau-là. Donc il y a des contrôleurs un peu partout, etc. Et on a la possibilité de dépluguer la puppet pour aller faire une pose en traditionnel, parce que en fait ça irait plus vite plutôt que d'essayer de bidouiller le truc, quoi. Donc là on a un exemple sur l'épisode 6, on a un oiseau qui est là, on l'a pas fait en puppet, clairement, parce que économiquement c'était pas viable, il apparaît dans une dizaine de plans, donc on va pas passer un temps infini à faire toute cette construction, et on va plutôt partir sur une partie puppet et une partie traditionnelle, par exemple, ou sur d'autres. Voilà. Mais oui, après, là, vous allez voir un bout d'épisode. Donc on est très content de ce qu'on fait, franchement, dans l'économie. Moi, j'ai jamais vu ça en termes de qualité par rapport au budget. Je suis très fier que les sous se voient à l'écran et ils sont pas ailleurs. Donc ça fait plaisir. Après, là, ce que vous allez voir, c'est avant Retech, donc c'est pas grave. Mais voilà, en gros, du savoir-faire et... Alors bonjour, juste avant qu'on voit l'épisode, j'avais une petite question à vous demander, c'est quelles ont été les références, parce que j'imagine bien évidemment que vous êtes inspiré du livre, mais pour faire toutes ces recherches graphiques très 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 belles, je tiens à souligner, quelles ont été vos références pour étayer vos recherches? Alors, t'as des diapos? Non, j'ai peut-être des trucs à montrer. Références sur les décors ou sur... parce qu'il y a des références sur les deux. Non, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Au début, on a trouvé plein de photos. On est allé même faire des fois. Il y avait les photos d'Anne-Claire qu'on a montrées au tout début qui donnent l'échelle. Et puis moi, je suis allé faire des photos en macro dans des chaînes. Et puis on a cherché des bouquins et des photos sur Internet pour répertorier la végétation à cette échelle-là, les lichens, tout ça. Et puis aussi sur un mode de vie pré-industriel dans différents pays. Pareil pour les habits, du coup. Je me souviens que Marie, quand elle dessinait les personnages, elle avait des planches de gueule en photo qui dataient du début du siècle, et on partait d'un truc, d'un autre. Voilà. On est beaucoup parti de la réalité, en fait. Ouais, c'était vraiment très photographique. On n'est pas parti d'inspiration. Beaucoup de docs photographiques, effectivement. En fait, moi, je me suis pas trop posé la question. C'était mon dessin naturel. J'ai fait des croquis. J'avais l'impression de dessiner très réaliste, alors qu'en fait, non. Et puis l'utilisation de l'aquarelle, c'est quelque chose qu'on a décidé assez rapidement et qu'on a réussi à incorporer dans un processus qui est devenu un processus entièrement digital, mais dans lequel on a toujours gardé des textures d'aquarelle qui ont été faites. Et il y a pas mal d'arrière-plans aussi qui sont des dessins à l'aquarelle qui ont été scannés, qui sont réutilisés tout le long comme une banque tout le long du récit. Ce côté aquarelle-là, moi, c'était vraiment pour enrichir l'image, parce que je voulais que ce soit très minéral. Enfin, on est vraiment dans du végétal, on est proche, et je voulais qu'on sente cette texture, parce que d'autant plus quand on se rapproche de l'infiniment petit, plus on voit toutes les porosités, toute la texture des choses. Et moi, je voulais qu'on le sente visuellement et sensuellement à l'écran. Oui, après pour les références, je ne sais pas si c'était ça la question, mais il y avait du Carl Larsson dans l'architecture. Enfin, oui, pas un peu, plus ça oui, par rapport à la couleur. Ouais, par rapport à la couleur. Il y a eu des...
il y a eu un petit peu de peinture, mais c'est vrai qu'on est beaucoup parti du réalisme et de photos. Et on a été en groupe briefé par quelqu'un qui nous a fait visiter des forêts, qui nous a parlé des chênes, qui nous a expliqué le fonctionnement des chênes qui sont ou pédonculés ou pas pédonculés. Donc on a choisi un chêne pédonculé. On a cherché, ouais, c'est Quercus robur. Parce qu'ils ont des pédoncules, les glands. Voilà. Non, et un autre, du coup, ça fait rebondir sur une autre facette de la collaboration. C'est donc les Carrascoët sont auteurs graphiques, sont arrivés avec leur aquarelle, leur talent, etc. Et on s'est quand même très vite rendu compte que ça rentrait pas en fait dans l'économie de la série. On pouvait pas avoir tous les décors en aquarelle, ce qui était l'ambition. Hein. On a plusieurs mois de recherche à essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés, ou des carrés dans des ronds, ça dépend comment on le prenait. Et en fait, donc ça ne fonctionnait pas. Il aurait fallu dupliquer Seb et Marie, fois 10 personnes. Et puis là, on aurait peut-être réussi à faire la série, mais ça ne fonctionnait pas. Et en fait, ça s'est décoincé au moment où donc c'est Louise Flatz, une décoratrice, qui est arrivée et qui a commencé à proposer des choses plus industrialisables, entre guillemets. Et donc là, pareil, ils ont bossé main dans la main avec Carrascoët et Louise pour adapter un peu, shifter le style pour que ce soit faisable, en fait, tout simplement. Et moi, j'étais ravi parce que justement, c'était un peu comme avec Timothée, d'être ravi d'avoir une trahison qui rend les choses faisables et lisibles et avec un immense talent. Donc, moi, quand j'ai commencé à voir les premières recherches de Louise, j'étais hyper rassuré, hyper ravi. Et c'est vrai que jusqu'à les derniers épisodes, on est resté en contact. Moi, je continuais à donner mon avis de loin parce qu'on avait toujours, même si on était chacun chez soi, on avait toujours accès au serveur. Ils mettaient des choses dedans, donc on pouvait réagir. Et puis elle me demandait des textures. Tiens, je suis en train de faire l'intérieur du cratère. J'aimerais bien une texture un peu comme ça. Et c'est pas elle qui le faisait, c'est-à-dire qu'elle m'appelait pour que ce soit moi qui le fasse. Et ça, j'ai trouvé ça hyper touchant aussi parce que d'une certaine façon, je suis resté présent et j'ai des traces de mes dessins qui sont vraiment à l'écran. Clairement. Ouais. Elle m'a donné cette possibilité-là. Ouais, clairement. Oui, parce qu'on peut continuer. Je suis capable. Bonjour. C'est une petite question. Est-ce que à l'écriture vous avez, sachant que la nature elle est omniprésente dans vos films, est-ce que vous avez un peu écrit sous le prisme de l'écologie ou c'est une réflexion que vous avez eue dans l'écriture ou vu que la nature est omniprésente, vous avez même pas forcément pensé à ça? Oui, alors Toby Loveless, donc l'histoire, c'est quand même, il y a des gens, ils veulent des machines pour que tout soit plus facile. Un enfant et sa famille se révoltent et refusent ça pour préserver leur monde et ils vont amener toute la population, tout ce peuple à comprendre la pertinence de la décroissance. Voilà. Donc c'est une œuvre qui a été écrite en 2006, mais c'est une œuvre qui est convaincue et qui nous convainc de la décroissance. Donc évidemment, il y a un des scénaristes de Toby Loveless, là il vient de faire un clip qui s'appelle genre Nous sommes la Terre. Il est hyper militant. Moi, dans 2 jours, je vais habiter au milieu des bois. Enfin voilà, on est évidemment donc de même que le regard de jeune femme nous a contaminés et nous a permis d'évoluer et de grandir. Évidemment, travailler 5 ans dans Toby Loveless, ça laisse des traces énormes. Et voilà, j'espère vraiment, en tout cas c'est notre conviction, mais j'espère vraiment qu'avec cette série, on va réussir à toucher des enfants et à les faire bouger un peu. Et je pense que de toute façon, quand on est auteur pour la télévision, on a un sacré pouvoir et une sacrée responsabilité.
Et voilà, hein, c'est comme les... Je crois que c'est comme les super machins, là. Ah, c'est Spider-Man. Voilà, on a ça et c'est vrai que pour Toby Loveless, il n'y a pas que les scénaristes, hein, je pense que toute l'équipe était à fond là-dedans. Et même ce qui s'est passé, donc oui, enfin, le côté écologique de Toby, c'est une tautologie. Et assez tôt dans le processus, moi j'ai décidé qu'il n'y aurait pas de merchandising autour de la série. C'est pas du tout révolutionnaire hein, de faire ça, de faire une série sans merchandising, mais en tout cas, il était certain que ce serait inconcevable qu'il y ait le moindre mug ou cartable ou je sais pas quoi, peignoir estampillé Toby Loveless. Donc la décision qui a été prise assez tôt, c'est de dire on va pas du tout autour de la série, on va pas du tout bosser sur l'effigie du héros, mais sur ses valeurs. Et du coup, à ce titre-là, ça fait plus de 2 ans qu'on développe un projet qu'on appelle No Merch, mais qui consistera à faire un truc assez banal, mais on s'est dit que ce serait peut-être la seule fois de notre vie où on aurait un tel levier pour permettre aux enfants de passer à l'action, parce qu'on voit bien qu'on est tous paralysés par l'horreur qui arrive, et on s'est dit le seul truc c'est d'agir, de pouvoir agir, c'est une des seules façons de faire baisser le niveau d'angoisse. Et donc en gros on est en train de créer des partenariats avec l'ONF, avec les parcs régionaux, avec l'association d'agroforesterie, etc. Et donc on est parti sur un truc assez délirant qui était de dire ce serait génial après Toby que chaque enfant, où qu'il soit, campagne ou ville, puisse se tourner vers un endroit qui va lui permettre de planter des arbres, ou de prendre soin d'arbres, ou de prendre soin de forêts, ou de créer des espèces de sanctuarisés dans toutes les villes, des endroits publics où les gens pourraient venir planter des arbres de mémoire, parce que tout ça c'est des idées qu'il y a dans l'air, mais évidemment on ne va pas le faire comme Erdogan là, qui plante je sais pas combien, 1 milliard d'arbres et puis qui oublie de les arroser en gros. Donc on sait que planter des arbres c'est un gros taf, il faut s'en occuper pendant plusieurs années. Donc nous on est en train d'essayer c'est la chance absolue de travailler avec du service public, puisque c'est France Télé et la ZDF qui portent cette œuvre. Donc on sait qu'on va avoir des sortes de leviers d'action. Maintenant, c'est un autre métier, donc c'est le métier qu'on est aussi en train d'apprendre à côté pour mettre ce truc-là en place. Mais oui, on a envie que ça ait des répercussions plus qu'une série. Et voilà. Pardon, j'ai une dernière question peut-être. J'ai une question sur le cible du série, parce que quand j'ai lu le livre, j'ai imaginé une histoire bien plus adolescente, parce que l'histoire, il y a plein de violence assez graphique. C'est une histoire de l'amour aussi, l'amour accompli à la fin. Alors, je suis un peu étonné que votre adaptation est bien plus jeune que ça, de ce que j'ai imaginé. C'était votre décision décision créative depuis du début, ou c'est plutôt influencé par les financières, les chaînes? Merci. Toby, en France en tout cas, c'est un roman qui s'adressait aux enfants à partir de 10 ans. Et un peu comme Harry Potter, il a mis des enfants à la lecture un peu plus tôt. Quand France Télé a accepté d'en devenir le diffuseur, je crois que la première décision qui a été prise pour que tous les enfants qui regardent France Télé puissent le regarder, ça a été de changer la chronologie du roman, qui est un enchâssement de flashbacks. Et en gros, c'est le seul. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est un des seuls trucs sur lesquels on a cédé, c'est que on allait raconter l'histoire chronologiquement pour qu'il n'y ait pas cet enchâssement, le flashback. Au début, j'avais super peur que ça devienne un chiant, mais pas du tout. En fait, c'est fabuleux aussi. C'est Anne-Claire qui nous a convaincus de ça. Pour tout ce qui est de l'ordre de la violence, je pense qu'on n'a rien édulcoré. Et je ne sais pas par quel genre de miracle France Télé nous accompagne là-dedans. Anne-Claire, elle va en parler autrement certainement, mais moi j'ai l'impression qu'ils nous ont laissé raconter ce qu'on avait à raconter, et même la ZDF nous a laissé faire. Je crois que la seule remarque qu'ils ont fait quand ils sont arrivés dans l'écriture, je crois qu'on avait déjà écrit 6 épisodes. Au début, ils étaient hyper inquiets des aspects ténébreux ou tristes de l'histoire.
Je me rappelle qu'au début, France Télé nous a dit il faut vraiment que vous preniez le temps d'installer le paradis de Toby parce que c'est l'histoire de la perte d'un paradis. Et donc, il faut qu'on ait du paradis au début pour que, quand il soit plus là, on tienne le coup avec le souvenir de ce paradis qui est l'amour de la famille, la beauté d'un monde qui semble aller bien et tout ça. Et puis finalement... c'est vrai, c'est un livre qui est super dur, mais nous, on a toujours défendu que c'était l'histoire d'une résistance, que c'était l'histoire de la naissance du courage et du passage à l'action et tout ça, et que c'était une œuvre tellement indispensable qu'on ne pouvait pas baisser la garde là-dessus. Et les Allemands, le seul truc qu'ils nous ont dit une fois, c'est de dire nous, on ne veut pas qu'un personnage puisse être menacé d'une arme. Et donc, je crois que c'est dans le premier épisode où ça a lieu, on a enlevé cette menace-là, et puis après, tout au long de la série, il y a des gens qui se menacent avec des armes, et ils nous ont plus jamais rien dit. Il y a des morts aussi. Hein. Et il y a des morts, bien sûr, bah oui, ça fait partie de la vie. On a fait attention dans la mise en scène, hein, malgré tout, ouais. À pas être trop frontal, à pas être complaisant, à prendre soin quand même du public parce que France Télévisions nous a dit c'est une œuvre ça va être une série qui va être promue a priori à partir de 8 ans, mais ça veut dire qu'il y a des enfants qui sont plus jeunes devant, au moins 6 ans, donc il faut que ce soit visible au moins 6 ans, et puis il y a peut-être des petits frères et tout ça, donc bon, c'est ok. Donc on a fait attention, mais c'est vrai qu'on aborde quand même les sujets. On ne s'est pas du tout empêché d'aborder les sujets qui sont dans l'œuvre. Après, il y a effectivement des choses qui ont changé parce que par exemple, la mort du gros méchant, dans le livre, il a 2 boomerangs plantés dans la tête et il était clair pour France Télévisions qu'on ne pouvait pas montrer ça à des enfants à la télévision. Donc de toute façon, nous, on avait prévu autre chose, donc ce n'était pas vraiment un problème. Et oui, Anne-Claire a plein de choses à dire. Après, il y a de la torture, il y a plein de trucs. En fait, juste pour revenir à la question du monsieur sur l'âge des personnages, puisqu'en fait, dans le roman, ça commence, le héros, il a 10 ans, et ça termine, il est papa. Hein, donc là, on est vraiment sur une narration littéraire avec ces ellipses magiques, où les personnages, le monde entier est cryogénisé pendant 3-4 ans, et puis hop, on reprend la narration. Donc c'est pas possible, en fait, dans une dramaturgie, dans les 3-4 ans, il va se passer des choses, et donc on a choisi de raconter l'histoire, non pas sur une dizaine d'années, mais sur 3 ans. Ce qui fait que le personnage, il évolue pas du tout pareil. Et sur ces 3 années, est-ce que la problématique, ça allait être la problématique de l'adolescence, ou est-ce que ça allait être une problématique de l'enfance qui était plutôt grandir? Voilà, nous, on a plutôt pris Toby, en fait, un peu plus vieux que dans le roman. Dans le roman, même au tout début, il a 6-8 ans. Donc on l'a commencé plus vieux et on l'a amené au bout de l'histoire du roman plus jeune.